qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, que ça soit pour comprendre un petit peu ses problématiques, parce que déjà, si on est sur l'aspect juste humain, je trouve que l'échange il est super intéressant. Et puis après, pour l'aspect commercial de la chose, tu vas être beaucoup plus pertinent dans ton discours si tu as vraiment compris les enjeux et ce que vit ton interlocuteur, en tout cas ton prospect au quotidien. Quelles sont ses problématiques à lui? Qu'est-ce qu'il attend? Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon Axel, on se connaît pas encore beaucoup, mais j'ai une réputation qui me colle à la peau, c'est que je suis un gros fêtard et que je suis un gros amateur de gin. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, ce qui nous a permis aujourd'hui de se faire cet épisode. Ça me fait super plaisir et du coup, il va falloir que tu endosses cette responsabilité t'es le producteur en fait de ma drogue préférée qui est le gin Avem et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir. Non, merci beaucoup et puis grand plaisir du coup d'être d'être l'acteur de ton alcoolisme. Voilà, c'est ça. Que je partage avant tout. Bon, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Du coup, je m'appelle Axel et puis on va rapidement parler de ce que je fais avec mon frère. On a monté du coup une petite entreprise de kiff, notamment de gin, mais pas que, autour de spiritueux, donc tout cet univers d'alcool fort finalement, inspiré par Bordeaux et par le savoir-faire de la vigne. Et puis voilà, on avait à cœur, nous on est très on aime beaucoup notre terroir et puis on avait à cœur de jouer cette petite touche-là. Ça nous touche particulièrement parce que nous, on est issus de cette région, qu'on a un petit peu du coup de ma famille qui est issue du monde du vin et on trouvait que c'était sympa d'amener un côté un peu nouveau à travers les spiritueux, à cet univers bordelais et au vin. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Moi, je partage. Et en plus, tu vois, moi, je deviens de plus en plus chauvin avec l'âge. Je viens de faire 33 ans, là. Et plus ça va, plus j'aime ma région. Je pense que c'est parce qu'on se fait envahir par des tonnes et des tonnes de Parisiens. C'est pour ça qu'on doit protéger un petit peu notre région. Mais je deviens très, très chauvin de la région également. Et du coup, t'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans et en fait, cette aventure, moi, j'ai suivi mon frère en fait qui s'est lancé dans cette aventure-là. Donc, c'est lui qui est le créateur de cette entreprise qui s'appelle Maison Unique, du coup. Et puis, il m'a embarqué dans ses péripéties. Donc, j'ai fini toutes mes études avec lui en alternance. Donc, ça, c'était moyen d'allier entreprise et finir mes études aussi, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Et je pense que c'est important aussi d'assurer ses arrières malgré tout. Mais super aventure et puis aujourd'hui je suis à 100% avec cette activité-là, donc c'est trop cool. Malgré le jeune âge, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, même si moi du coup on va dire que j'ai suivi un début d'entrepreneuriat, mais Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. D'accord. Et justement, quand on entreprend à 24 ans, moi qui entreprends sur le web ou dans l'absolu... pour entreprendre dans le web, il faut faire un site et faire de la pub dessus. Alors je caricature évidemment, mais donc c'est relativement simple. Ton frère et toi qui l'a rejoint, vous avez pas démarré par le truc le plus simple, j'ai envie de dire. Moi je sais pas, ça a l'air tous ces trucs alimentaires, ça me terrorise en termes de normes, en termes de complexité, en termes de douane, etc. Ça n'a pas été un bloquant pour vous? Ouais, si, c'est vrai que c'est pas un modèle très contemporain. Quand on fait de l'école de commerce ou qu'on regarde un petit peu la télé, moi je suis par exemple, je suis très fan de Qui va être mon associé et ils disent tout le temps, c'est pas scalable, c'est pas une entreprise scalable. Et effectivement, faire du physique et de l'alimentaire, c'est
pas très scalable comme modèle. Et puis moi je pense qu'au contraire, c'est notamment avec le Covid, c'est ultra contemporain. On a besoin de physique, comme tu as dit, on devient un chauvin, on a besoin de terroir, on a cette envie-là. Donc je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est l'inverse. C'est moins d'industrie et plus de local, plus de petites entreprises. Donc oui, c'est peut-être plus dur, comme tu dis, que résumé, parce que Internet, ça paraît facile, mais il y a beaucoup de monde, donc c'est très difficile. Nous, on le voit avec notre petit site Internet de vente, c'est vraiment pas facile, et puis c'est pas le cœur de notre métier, c'est un vrai métier à part. Mais si, c'est dur, et puis en France, on est quand même les spécialistes de la paperasse, on va pas se mentir. Et sur l'alcool, c'est pire. C'est une tannée pour les douanes. C'est pour ça que nous, notre modèle, il est établi sur, on va dire, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve que ça résume beaucoup de choses, mais sur de la sous-traitance. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est parti de zéro, et en fait, on va s'accompagner des gens qui sont compétents dans leur domaine, parce que très humblement, on pense que c'est le moyen déjà que tout le monde y trouve son compte, et puis on n'a pas la prétention de dire on va arriver et faire les meilleurs produits. Par contre, on a l'ambition de s'appuyer des gens qui sont les meilleurs, ou presque, en tout cas dans leur domaine, pour apporter notre petite touche à nous de folie, on va dire, de jeunesse, et faire des choses un peu sympas. Donc nous, on n'est pas, on va dire, on n'est pas parti avec l'outil de prod et à se lancer dans l'alimentaire comme d'autres font. Et là, c'est encore plus difficile. Moi, je pense on a un modèle aussi où mine de rien, toutes les choses qu'on ne sait pas faire, elles sont occupées par des gens qui s'en occupent. Et avant les douanes, où c'est vraiment, moi, c'est le plus gros frein pour monter ma petite distillerie, c'est vraiment cet aspect paperasse qui me freine le plus. Ouais. Et justement, comment on prototype? Parce que le gin, c'est pas votre premier produit. Moi, c'est celui qui m'a fait vous connaître. Enfin non, c'est celui qui m'a fait apprécier parce que pour le coup, je bois que du gin. Mais il y avait d'autres produits avant. Et du coup, le nom Nadé, ça me parlait évidemment à Bordeaux. Vous avez commencé par quoi et comment on prototype un business comme le vôtre? Comment on teste? Est-ce qu'on se lance? Je sais pas, on fait une hypothèque sur la baraque et on se lance, ou est-ce qu'il y a moyen quand même de tester progressivement un marché? Non, alors en fait l'idée de base elle part. Mon frère quand il était à l'école, il a fait comme moi, on a fait IFRIA. Donc c'est en fait c'est l'école, enfin c'est même pas une école, mais on va dire que c'est l'organisme qui s'occupe de toutes les formations agroalimentaires, y compris le commerce autour de l'agroalimentaire. Et c'est quasiment tenu jamais par des profs, mais plutôt par des pros. Et c'est là où en fait mon frère a échangé avec un prof qui était à Montpellier, qui avait un projet, on va dire, relativement similaire, mais en tout cas lié à l'alcool, et ça lui a donné cette envie. Donc il est parti avec cette idée de base en se disant, ben, nous à Bordeaux, on a un terroir raisin, ça pourrait être cool de s'inspirer de ça pour en faire du coup de vodka. C'est ça le premier produit, vodka navé, du coup, le nom de famille. Là, c'est relativement simple à retenir parce que c'est notre nom. Mais du coup, oui, effectivement, ça part d'une idée un peu comme ça. Et après, l'investissement, il est, on va dire, pas énorme, si, mais c'est le prix d'une jolie voiture, quoi. Et en fait, comme j'ai dit, c'est du financement de stock. Donc, tu payes du stock. Et après, bah, à trouver, déjà, à l'époque, c'était un peu moins difficile, je crois que maintenant, pour avoir des crédits, quand même. Je crois que les banques sont quand même. Ouais, en ce moment, c'est pas sympa. Ouais, je crois que c'est vraiment pas simple. Et puis voilà, en fait, le risque, on va dire qu'il est pas très gros. Mine de rien, puisque tu finances du stock, et bon, au pire des cas, si ça marche pas, malheureusement, t'essayes de trouver le moyen de vendre en limitant la casse. Mais je veux dire par là qu'on n'est pas sur des produits périssables. Donc bon, ben, mine de rien, ben voilà, on était encore chez papa, maman aussi, on va dire. Donc c'est l'avantage des jeunes. T'as pas d'enfants, t'as pas le crédit maison, mais c'est vrai, c'est bête, mais forcément, quand tu as 40 ans, 3 enfants, une maison et un crédit voiture, entreprendre, c'est plus risqué. Donc, moi, je vais dire finalement que quand tu es jeune, tu prends un peu moins de risques que quand tu es déjà stable dans ta vie. C'est quand même beaucoup plus cool, je trouve, comme aventure. Mais voilà, donc après, le risque est de savoir en combien de temps tu vas les vendre et est-ce que l'activité est rentable. Et puis ça, bah, tu le vois sur le long terme. Et effectivement, c'est pas facile, mais en tout cas, le modèle en soi, il est pas si risqué que ça. Ok. Et la distribution, comment ça s'organise dans ce genre de monde? Parce qu'il y a des gros faiseurs, il y a des boîtes, il y a des énormes boîtes qui distribuent ça. Comment ça se pénètre un marché comme ça? On commence par quoi? C'est toute la question un peu complexe. Effectivement, l'alcool, il est tenu, c'est un des peut-être
un des milieux où il y a le plus de lobby, où il y a le plus de gros acteurs. C'est très ancré. Et je pense que donc c'est très très dur de commencer. Nous, le plus facile pour moi à pénétrer en premier, c'est les cavistes indépendants, les épiceries, donc on va dire les petits revendeurs, parce qu'il y en a partout en France. On a un pays où il y a beaucoup de cavistes, et à Bordeaux d'autant plus. On est une ville quand même assez touristique pour le vin, donc il y a aussi une partie caviste donc spécialisée plutôt vin, mais qui font aussi des spiritueux. Donc ça, pour moi, c'est les plus faciles à pénétrer parce qu'il n'y a pas forcément de contrat. Il va y avoir 2-3 grossistes qui vont avoir un peu la plupart du marché, mais ils sont quand même assez friands, on va dire, de petits produits artisanaux et locaux. Donc ça, c'est cool. Là où c'est beaucoup plus difficile, ça va être sur les bars, les hôtels et les restaurants. Parce que là, c'est un modèle complètement différent avec du coup des contrats, etc., avec les gros industriels. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et pourquoi au départ ton frère il démarre par la vodka? C'est quoi? C'est un choix personnel? C'est un goût personnel ou il comprend un marché? Il le fait pour lui ou il le fait pour le marché? Non, c'est une envie. En fait, ça part un peu l'idée de base n'était pas de faire une vodka. L'idée de base, nous, on part de zéro. Et on était en train de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en lien avec Bordeaux, en lien avec le vin, la vigne. Et du coup, en fouillant quels sont les spiritueux qu'on pourrait faire à partir de raisins, on est tombé sur la vodka. Et donc, comme beaucoup, on ne savait pas qu'on pouvait faire de la vodka à partir de raisins, et on s'est dit, banco, c'est une bonne idée. Alors après, derrière, il y a une réflexion sur le marché, puisque quand on regarde un petit peu le marché de la vodka, en France, la plupart des vodkas qu'on connaît et qu'on consomme, c'est des vodkas, on va dire, festives, pas très chers. L'objectif est pas forcément de déguster, c'est plus des produits cocktails, voire beuveries, si je Oui, peux. c'est ça, c'est pour se blesser. C'est des armes blanches pour moi. Voilà. Donc on connaît ça. Après, il y a eu des révolutions avec l'arrivée de premium français comme Gribouille, Ciroc, qui sont maintenant des grosses marques, mais c'est des jolis succès sur un marché. À l'époque, c'était chez les cavistes. C'est des bouteilles qui coûtaient 40-50 euros et tout le monde leur a dit qu'ils étaient cinglés. Au final, maintenant, c'est en grande distribution et aux États-Unis, ça cartonne. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'en fait, maintenant, c'est des marques qui sont ancrées puisqu'elles sont en grande distribution. Donc, finalement, c'est pas de l'ultra premium, c'est du milieu de gamme, voire de l'haut de gamme. Mais c'est pas de l'ultra premium. Et en fait, quand on regarde tous les autres marchés d'alcool, il y a ces trois-là. Il y a l'entrée de gamme, donc le truc, les armes blanches, voilà. Il y a le milieu haut de gamme, on va dire, et après, l'ultra premium, il y a toujours, sur un whisky par exemple, on a la bouteille à 10 balles, on a des whisky, de grande distribution à 20, 30 euros, 40 euros, allez peut-être, mais qui sont pour les produits plaisir, mais faciles, consommables, et après, il y a des produits en whisky qui montent jusqu'à, des prix exorbitants pour les amateurs. Et en vodka, il n'y avait pas ce créneau-là. Et du coup, on s'est dit, mais peut-être qu'il y a un créneau à prendre, et on va se dire, on va essayer de complètement casser les codes, aller sur une vodka de dégustation, en jouant du coup sur tout cet univers-là. Et puis on s'est dit aussi, finalement, on n'a pas de concurrence sur ce marché. Donc, d'où l'idée de se dire, c'est un marché difficile à pénétrer, et donc se faciliter la tâche et aller sur un créneau où il y a personne. Parce que si c'est sortir une énième vodka sur le même placement que des gros industriels, là, je pense que tu y vas pour te casser les dents. Ouais. Mais et à côté de ça, du coup, le gin, qui est un de vos produits les plus récents, c'est un marché qui est en train de se structurer de dingue. Il y a quelques années, il y avait dans tous les petits villages de France, il y avait toujours un brasseur qui faisait sa bière. Et j'ai un peu l'impression que maintenant tout le monde fait un peu son gin. Je sais pas comment toi tu le vois en tant que professionnel. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment la copie du modèle de brasseur. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, je vais pas dire de bêtises, mais j'avais vu une stat comme quoi il y avait un brasseur qui ouvre tous les jours en France. Donc, c'est énorme. C'était un peu comme avant avec les McDo, on voyait qu'il y avait un mec qui ouvrait toutes les secondes dans le monde. Mais là, en France, il y avait un brasseur qui ouvrait tous les jours en France. C'est énorme. Et aujourd'hui, effectivement, il y a la technologie des alambics qui a beaucoup évolué. Avant, ouvrir une distillerie, ça coûtait très très cher. C'était pas ouvert à tout le monde et c'était de suite un très gros établissement. Et aujourd'hui, plus du tout. On peut avoir des petites distilleries avec des tout petits alambics, même des alambics électriques, donc plus besoin de gaz, donc c'est beaucoup moins risqué pour tout ce qui est risque incendiaire, etc. Et donc, on peut ouvrir des micro-distilleries avec des investissements qui sont beaucoup moins élevés. Pour donner un ordre d'idée, je pense qu'avant, si on veut un alambic en cuivre, ça va aller une belle distillerie, je veux dire. Ça va tout équiper, ça va aller entre 600 et 800 000 euros. Ah ouais.
pas ouvert à la portée de tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, pour commencer, tout équipement, on peut trouver des petits alambics pour 40, entre 40 et 80 000 euros. Donc ça a rien à voir. Et donc c'est beaucoup plus ouvert à la portée entre guillemets hein, de tous que avant une distillerie. Donc je pense que c'est lié à ça. Et effectivement, oui, des jeans, là il y en a beaucoup. Et je pense que le marché commence déjà un petit peu à saturer. Donc à voir comment ça évolue. Mais effectivement, il y en a beaucoup des petites distilleries qui ouvrent en France. Pas que pour le gin, beaucoup de whisky aussi. Ok, ça je savais pas. Mais je crois que le whisky, il faut le travailler plus longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font du gin parce qu'en fait ils veulent faire du whisky au départ, mais que le gin ça peut se faire de suite et que le whisky il faut quand même plusieurs années. Je crois que c'est ça l'idée un peu. En fait, pour une distillerie, le souci d'une distillerie qui fait que du whisky, c'est que le whisky c'est minimum 3 ans de vieillissement. Donc tu vas devoir calculer ton business model et pas avoir le moindre encaissement pendant 3 ans, c'est dur. Et effectivement, il y a des produits beaucoup plus faciles où on peut les embouteiller en direct, comme la vodka, le gin, les liqueurs aussi, par exemple. Où là, ça demande moins de temps du coup, puisque c'est distillation, réduction. Enfin, la distillation, les réductions, c'est le ramener à un degré consommable, puisque quand on le distille, c'est beaucoup plus fort, donc aux alentours des 40 degrés pour un gin. Et du coup, la mise en bouteille, et on peut la mettre sur le marché de suite. Donc effectivement, c'est un moyen de rentrer de la trésorerie en attendant que les flux dorment, on va dire, parce que sinon, c'est presque pas tenable d'avoir. Ou alors, faut être un gros. Voilà. Et là, tout le monde des industriels, c'est que là, il faut avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir le faire, et c'est pas donné à tout le monde pour le coup. Ah, c'est hyper intéressant et du coup ta clientèle, tu t'estimes que elle ressemble à quoi? C'est qui le client moyen d'un gin Avem ou d'une vodka Nadé? C'est peut-être pas la même clientèle d'ailleurs pour les deux produits. C'est pas la même clientèle, je pense. Nous, le client final, c'est vrai que c'est pas facile parce que moi, je suis rarement en contact avec eux. Je fais un petit peu des marchés à Noël sur des périodes très cadeaux comme ça, fête des pères, un peu fête des mères aussi, sur ces périodes-là. Mais sinon, je vends quasiment qu'à des professionnels. Mais oui, je pense que c'est des clients différents. Et c'est pour ça que nous, on a fait la stratégie sur notre entreprise de créer une marque et une entité différente par produit. Parce que je pense qu'ils s'adressent pas tous à la même clientèle. Et par exemple, l'amateur de gin a pas forcément envie d'avoir de la com sur la vodka parce qu'il n'est pas client, parce qu'il n'est pas amateur, et vice versa. Et du coup, on a créé deux univers différents, donc vodka Nadé et les jeans s'appellent Avem, A-V-E-M. Parce que je pense qu'effectivement, c'est pas les mêmes clients. La vodka, ça va plus être les clients pour faire des accords. Donc nous, on a beaucoup joué avec des accords avec des mets iodés, notamment caviar bien sûr. On travaille beaucoup avec Sturia, qui est une marque de caviar locale qui est très cool. Et puis après avec aussi tout ce qui va être saumon, des huîtres par exemple pour le côté local, c'est super sympa. Et donc c'est plutôt cette clientèle-là un petit peu amatrice d'accords, mets, vins et qui va vouloir essayer vodka avec des mets par exemple. Pour le gin, c'est beaucoup plus ouvert parce que je pense qu'avec le cocktail Ginto, le gin tonic, ça a ouvert la chose à beaucoup plus de monde et c'est un côté plus festif. Donc je pense que la cible est un peu plus jeune aussi. Je pense que notre cible gin, c'est plus aux alentours des trentenaires. Et c'est plus festif, c'est plus convivial. Néanmoins, il y a une petite, ce qu'on a un petit peu moins peut-être sur la vodka, là il y a une saisonnalité qui est quand même assez marquée sur le gin sur la période estivale, quoi. C'est très terrasse, voilà, Ouais. gin, bulle, glaçon. Très bien. Et moi, ce qui m'a bluffé quand j'ai découvert votre marque, donc c'est par le cousin de ma femme qui a un bar qui s'appelle le Symbiose à Bordeaux, et il m'a fait connaître, je dis n'importe quoi, le jeudi, et ensuite je l'ai vu tous les jours de la semaine où je suis sorti, et je me suis dit, ok, ils sont partout. Comment vous avez réussi à pénétrer aussi bien? Alors, il y avait déjà la vodka qui était implantée, mais comment vous avez réussi à être dans tous les bars à la mode à Bordeaux, beaucoup d'hôtels, beaucoup de lieux, de lieux stylés de Bordeaux en fait. Comment vous avez réussi à pénétrer ce marché-là? Est-ce qu'il y a un distributeur qui vous aide? Comment vous gérez cette distribution? Alors, du coup, oui, il y a un distributeur. Alors, c'est un distributeur qui est sur Bordeaux qui s'appelle l'Incarvatitoun et c'est des jeunes principalement et du coup c'est le premier, on va dire, revendeur, enfin sous-distributeur, on appelle ça. C'est souvent des brasseurs, ils vont d'habitude livrer plutôt des grosses marques d'ailleurs. Et du coup, jusqu'à présent, c'était des entreprises qui étaient plutôt fermées aux petits comme nous,
parce que ils y voyaient une perte de temps, perte de place, etc. Et eux, c'est les premiers où ils se sont dit, ben non, c'est pas une menace, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont être sur le terrain, qui vont aller démarcher, et nous derrière, on va faire la livraison. Et du coup, qu'on livre du Coca-Cola ou du gin Adem, nous, ça nous change rien. Pas de problème pour ça. Et du coup, nous, on bosse avec eux, donc c'est un vrai plus. Mais pour avoir pénétré un peu le marché bordelais, même si moi je suis toujours focus sur, il y a encore plein de choses à faire, mais oui, je pense que la vodka nous a beaucoup aidé, parce que du coup on était tout seul sur un placement, donc on nous a tous dit qu'on était fous, on s'est beaucoup battu, parce qu'on arrive sur un marché où il y a personne, il y a pas de demande en fait particulière, donc il faut vraiment tout créer de A à Z. Donc on s'est battu, multiplié les événements. On a notamment fait un concours de cocktails à Bordeaux sur au Gabriel, donc qui est un des bars les plus emblématiques de Bordeaux. Donc ça nous avait fait un joli coup de pub. Et du coup, quand on a lancé notre gin, c'était pas un énième gin qui arrive sur le marché. On est arrivé avec une vraie crédibilité d'un produit haut de gamme qui est servi chez des étoilés. Et donc c'était plutôt les mecs qui font une super vodka, ils lancent un gin, donc le gin doit être cool. Et du coup, effectivement, on est arrivé avec une vraie crédibilité. Alors que si je pense qu'on avait directement fait le gin, un énième gin, je veux dire, finalement, on se serait un petit peu noyé dans la masse. Alors après, pas tous. Mais je trouve que même si la vodka est un marché très compliqué et que c'est pas du tout le gros de nos ventes aujourd'hui, c'est un produit qui nous amène pas mal de crédibilité et qui a fait connaître l'entreprise, quoi. Trop bien. Et du coup, quels ont été les enseignements en termes de distribution ou de production d'ailleurs que vous avez eu de la vodka pour aller sur un nouveau marché, un nouveau segment qui était le gin? C'était quoi vos plus gros apprentissages? En fait, on s'est rapidement rendu compte que un seul produit ou une seule catégorie, c'est pas viable, parce que finalement, notamment par exemple je vais parler des bars, ils vont un peu penser à toi parce que tu copines avec eux ou qu'ils adorent ton produit par exemple. Mais en termes de facture, de temps, de commande, etc., c'est trop compliqué. Et du coup, nous, on s'est dit, tiens, peut-être que l'idée, ce serait plutôt d'agrandir la gamme, de faire de plus en plus de produits possibles. Et comme ça, on va prendre de l'importance, prendre de l'ampleur chez nos clients, que ce soit les bars là et les cavistes, par exemple. Caviste, si tu prends qu'une ligne sur un rayon, bon, si le rayon il est vide, c'est pas grave. Par contre, si tu commences à avoir 10, 15 places dans le rayon, là, quand il y a une dizaine de trous, il va penser à toi pour te rappeler. Et du coup, nous, on est parti de cette idée-là et de se dire que voilà, on va vraiment proposer une solution complète avec des produits locaux pour pouvoir remplir ça. Et je pense que c'est ça que nous a appris la vodka, c'est de se dire que si tu fais que de la vodka, finalement, tu peux pas vivre comme ça. Ou alors, il faut un gros budget marketing, travailler à l'export, etc. Et ça, moi, j'ai un niveau d'anglais déjà désastreux, puis je connais rien. Donc on s'est dit bon, on va changer de fusil d'épaule et pas faire ça. Mais il y en a qui s'en sortent très bien. Il y en a qui lancent un produit, qui sont très bons en com, et qui vont trouver le distributeur ou l'interlocuteur qui va les faire un peu marcher aux États-Unis. Et puis parfois ça part comme ça. Mais moi je crois pas trop en ce modèle et je pense qu'on est plutôt vocation à faire plein de produits sympas et grossir comme ça petit à petit sur en tout cas objectif Nouvelle-Aquitaine déjà pour commencer, ça serait bien. Et alors, tu dis Nouvelle-Aquitaine, mais vous distribuez également sur ton site et on peut en acheter partout. Moi, j'en ai fait livrer la semaine dernière à Toulon pour un pote à qui je voulais te faire découvrir et donc du coup, enfin hier exactement, et du coup qui a adoré. Donc voilà, donc on peut expédier partout. Mais je vais te poser une question. L'entrepreneuriat, c'est souvent des déconvenus, peut-être des erreurs, etc. Est-ce que justement il y a eu un pépin qui vous est arrivé, une erreur où on pourrait en tirer un enseignement pour nos business respectifs? Nous, on forme beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, du coup, je sais pas, est-ce que toi ou ton frère ou vous deux, vous avez eu justement un peu des déconvenus, des challenges récemment? Ouais, ce qui est dur aussi, c'est quand tu t'embarques comme ça dans un bateau et qu'on est, du coup, c'est très lié à notre famille, etc. Je trouve que c'est très dur d'embarquer avec nous d'autres personnes. Je trouve que c'est dur d'amener des gens avec toi dans ton bateau et de réussir à les amener dans ce projet-là. Et effectivement, il y a cet aspect management qui est pas forcément facile. Et nous parfois
t'as un petit peu trop peut-être dans ta bulle ou t'as du mal à t'adapter aux personnes. Et là, on avait par exemple essayé le modèle avec un commercial qu'on a sur Paris. J'ai rencontré ces difficultés-là et c'était la première fois aussi où j'avais cet aspect manager, on va dire entre guillemets, à faire. Et voilà, l'erreur, je pense que c'est de penser que les personnes vont être aussi investies que toi dès le départ et que il n'y a pas besoin de les amener plus que ça dans ton idée. Et je pense que en fait, il y a vraiment un gros travail sur ça à faire, sur comment amener tout le monde avec toi dans ta barque pour qu'ils soient à 100% dévoués à cette cause-là. Je pense que ça c'est pas une erreur, mais c'est plutôt un signal d'alerte que je mettrais. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voilà appréhender parce que des fois toi tu vas être dans ta bulle, ça va marcher et puis tu vas rentrer dans cette période de recrutement et là ça peut coincer parce que finalement bah, les personnes elles sont pas dévouées comme toi parce que toi c'est ton bébé finalement. Hmm. Et ça je trouve que c'est la chose qui est un petit peu difficile. Ouais. Et moi, j'aime bien dire, plus ça semble intuitif, plus c'est subtil. Et quand tu fais un truc pour toi, ça semble intuitif. Tu le fais en plus avec ton frangin. J'imagine que vous n'avez pas besoin de vous parler pendant 2 heures pour comprendre. Alors, je connais pas ton frère, mais pour comprendre ce que l'un ou l'autre veut dire. Je veux dire, si lui s'il est dans un bon mood ou toi, vous le savez, quand voilà, il y a pas besoin de s'envoyer un fax. Dans le management, ouais, il y a ces subtilités qui rentrent en œuvre. Et ouais, je vois très bien. Moi, je bosse avec des proches également. Je bosse avec ma femme notamment. Et c'est sûr que la communication qu'on a tous les deux, on peut pas avoir la même avec les autres collaborateurs qui sont plus loin et qui nous connaissent un petit peu moins bien. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en effet, pour moi aussi, ça a été un challenge enfin, j'ai déjà rencontré ce challenger en tout cas. Et du coup, je voulais te demander, ça fait quoi de bosser avec son frère au final? Parce qu'en plus, c'est vraiment une histoire familiale. Sur ton site, vous racontez votre histoire. C'est d'ailleurs passionnant. Si tu veux en parler, ça peut être cool. Et voilà. Mais déjà, comment vous gérez votre relation de collaborateur avec entre frères? Du coup, c'est un peu marrant, voilà, comme histoire, parce que nous, on n'était pas du tout, je pense, partis pour entreprendre ensemble. Enfin, on est très opposés en termes de caractère, donc on n'était pas forcément partis pour faire ça. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui nous connaissent, enfin, de nos proches, qui seraient dit plus tard, ils vont monter une boîte ensemble. Et au contraire, je pense qu'il y a parfois aussi ce côté différent. Ça peut aussi se compléter. Nous, on n'a pas forcément de relation, on va dire, oui, un qui va prendre le lead sur tel ou tel sujet. On se complète bien assez naturellement parce que chacun a plutôt des envies de choses différentes et des choses où il est plus ou moins à l'aise. Par exemple, moi, je suis plutôt à l'aise, plutôt cool avec le relationnel, aller voir les gens. Moi, faire le démarchage ou le suivi de mes revendeurs, moi j'aime bien. Voilà, et puis lui aime bien tout ce qui est plutôt design des bouteilles, le packaging, le market. Moi, je suis pas hyper fort là-dessus. Enfin, j'aime bien avoir mon œil, etc. Mais lui, il va avoir plus d'idées, il est plus dans le créatif. Voilà. Et du coup, je trouve que malgré nos caractères très opposés, on se complète bien là-dessus. Et c'est aussi le petit signal aussi que je mettrais. Il faut pas vouloir quand on recrute, par exemple, ou qu'on s'associe, vouloir recruter son clone. Ça sert à rien en fait, parce que du coup, il va faire la même chose. Vous allez vous conforter dans votre idée. Alors, je dis pas de prendre l'intégrale opposée non plus. Hein. L'idée, c'est quand même de bien s'entendre. Mais c'est bien d'avoir un œil un petit peu différent. Voilà, de soumettre un peu ses idées ou de confronter en tout cas des opinions parfois différentes. Des fois, on n'est pas d'accord sur des sujets. Et puis, il y a aussi cette idée de remonter terrain. Si moi, je fais plus de terrain et lui plus de côté market global, et du coup de dire ah ben moi je voyais pas ça comme ça, ou avoir des retours directs des clients. Je trouve que c'est super important. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais voilà, nous on fonctionne beaucoup comme ça. On discute, on échange, et puis après on voit comment on estime que c'est le mieux. Mais ouais, on fonctionne beaucoup comme ça. Et vos parents, ça les fait flipper ou pas de bosser que vous bossiez? Vous êtes que 2 frères déjà dans la fratrie? Ouais, Ok. on est deux frères. Ça les a fait flipper plutôt l'entrepreneuriat. Après qu'on bosse ensemble, ouais, au début un petit peu, mais sans plus parce que ça s'est direct, ça a été assez intuitif en fait dès le départ. Donc une fois que ça s'était lancé, il y a jamais eu trop de doutes. C'était plus sur l'entrepreneuriat au sens global parce que nos parents ils sont tous les deux fonctionnaires. Ok. Et je vais un peu faire le cliché de la chose, mais l'entrepreneuriat c'est pas du tout dans leur gène, mais pas du tout du tout. Et puis c'est notre génération aussi d'ailleurs, mais ils sont pas du tout là-dedans, donc forcément pour eux c'était complètement
complètement fou et un peu intouchable comme idée. Donc c'est plus cet aspect-là qui les a fait un peu flipper. Et puis en plus l'alcool, le côté festif qui peut faire peur aussi, la vie de nuit avec tout le milieu du bar, des boîtes de nuit, etc. Ça fait toujours peur aux parents. J'allais en parler très souvent. Je demande c'est quoi la suite pour vous, et en l'occurrence là la suite c'est que vous collaborez justement dans des établissements de nuit à Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu veux parler un peu de tout ça? Ouais, toujours dans l'idée de travailler autour de ce milieu-là, on a à la fois développé les produits, on a à la fois fait plusieurs gammes de produits. Donc on a aussi une gamme de spiritueux bio qui s'appelle Sapio, qui est un outil vraiment pour les professionnels du bar, enfin du cocktail, qui sont des produits très très accessibles, bio et local. On a monté une sorte de coopérative en fait avec pour idée de pouvoir rémunérer au mieux les distillateurs et de tous pouvoir monter une marque cool et d'avoir un vrai outil pour dire voilà, c'est bien beau de dire ah vous bossez toujours avec les industriels, ben ouais, mais au bout d'un moment il faut pas que le cocktail il sorte à 28 € non plus. Donc l'idée c'est de d'avoir un outil pour leur dire voilà, vous pouvez aussi bosser en local vos cocktails et puis qui sortent pas à des prix trop délirants. Donc on a bossé là-dessus. Et on s'est aussi plus récemment, donc mon frère avec un ami s'est associé sur Bordeaux pour ouvrir un établissement qui s'appelle Le Bourbon, qui est un bar, on va dire un restaurant, bar et jusqu'à club, ce qui ferme jusqu'à 5 heures du matin le week-end, vendredi, samedi. Et voilà, l'idée c'est pour nous c'est un bel outil aussi pour mettre en scène les produits forcément, mais pas que. On fait aussi bosser plein d'autres marques, des copains. Voilà, je pense que il faut pas non plus c'est complètement nul de dire je bosse que mes produits et puis en plus nos produits ne répondent pas non plus à tous les créneaux d'un bar. Il y a plein de produits qu'on fait pas, plein de tranches qu'on fait pas non plus, mais c'est vrai que c'est un bel outil voilà pour se faire connaître, gagner en crédibilité aussi parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un lieu pour pouvoir faire des rendez-vous, faire des découvertes cocktails, montrer les produits. Donc ça c'est un super outil pour ça. Et justement, est-ce que c'est un laboratoire pour tester des choses avec la clientèle, pour avoir du répondant plus rapidement? Ou est-ce que non, votre cycle de production ne se prête pas justement à de l'agilité, ce genre d'agilité? Est-ce que les retours terrain, vous arrivez à les implémenter dans votre production? Ouais, alors ça dépend des types de production parce que comme je l'ai dit, on travaille avec plein de distilleries différentes, donc il y a plusieurs modèles d'alambic, etc. Parfois il y a des styles d'alambic où on va travailler que sur des grosses productions et là t'as pas le choix. Des grosses productions, c'est pour nous 1200 bouteilles, donc ça fait à peu près 600 litres. Pour nous c'est beaucoup. Pour les industriels ça va les faire rigoler, mais pour nous c'est beaucoup. Et à l'inverse, on travaille plus récemment, là on est en train de bosser sur une collab par exemple avec quelqu'un qui a un tout petit alambic vers Langon, donc local, trop bien. Et lui pour le coup, là on va faire des essais justement. On est en train de bosser sur une liqueur et on est en train de le faire tester là au bar justement parce que nos clients ils sont vachement amateurs de ce type de produit là. Moi pas forcément. Donc je me dis tiens ça pourrait être cool de faire tester aux clients, d'offrir par exemple des shooters et de leur dire alors quels sont vos retours. Voilà, je trouve que c'est aussi cool pour ça effectivement. Et même en dehors des clients, des consommateurs, ça permet aussi de tester le produit directement avec les barmen. C'est-à-dire savoir est-ce que c'est le type de produit qu'ils aiment bien travailler en cocktail, est-ce que ça leur parle pas, est-ce que les créas, est-ce que ça les inspire. Enfin, ça permet aussi d'avoir ce retour-là direct des pros. Et ça vaut de l'or parce que pour le coup, ça permet de vraiment comprendre leurs problématiques. Est-ce que la bouteille est pratique? On pense pas à ça, mais est-ce que la bouteille est pratique? Elle est pas trop lourde? Est-ce que la taille du goulot fonctionne avec les systèmes de verse des bars? Toutes ces questions-là auxquelles nous on pense pas du tout quand on est dans notre truc et finalement qui sont super pratiques pour les bars et que ça soit sur des formats de bouteilles, sur des recettes, enfin c'est super important. Et justement là, tu parles des barmen. Ils sont du coup aussi un peu vos ambassadeurs, j'ai l'impression. Ah bah oui. Et comment justement comment ça s'entretient une relation comme ça? Parce que à cause de la loi E20, pardon, vous pouvez pas faire la publicité que on pourrait faire sur d'autres types de produits. Donc du coup, comment ça s'entretient comment ça se génère justement ce marketing d'influence, parce qu'on est presque dans du marketing d'influence au final quand on a ce genre d'organisation.
Là, ce que tu viens de dire, c'est super vrai parce que en France, le marché par les gros industriels, le marché du bar, et des restaurants et des hôtels, ils appellent pas ça un marché, ils appellent ça le marché de prescription. C'est-à-dire que dès le départ, avec la loi E20, dans d'autres pays, ils vont mettre du budget com, du budget pub, etc. Comme aux États-Unis, on voit beaucoup de spots pub avec des stars hyper cool. Chez nous, ça arrivera jamais parce qu'il y a la loi E20. Et du coup, ils disent que ce budget-là dans la com qu'ils peuvent pas mettre, ils s'en servent sur ce marché-là. Et du coup, ils vont investir pour gagner en visibilité grâce à ces influenceurs, que ce soit les établissements ou les barman, les barmaids directement. Et du coup, ça peut passer soit par des cadeaux, on voit souvent des verres floqués avec le nom de la marque, ça peut être par des parasols, financer des cartes, etc., etc. Même les tables, parfois, ça va très très loin. Donc ça, forcément, nous, pour les petits, c'est dur parce on peut pas le faire, c'est impossible. Et en termes d'image de marque, c'est même pas ouf en plus. C'est pas ouf, mais ça dépend. Enfin, c'est pas ouf, mais il y en a qui le demandent. Par exemple, parfois, moi, je vais faire des dégustations. Il me dit, est-ce qu'il y a un peu de verrerie, est-ce qu'il y a des cadeaux, parce que forcément, pour le bar, c'est des choses qu'il faut pas acheter. Et quand on voit le prix des équipements en ce moment, c'est pas négligeable. Donc, c'est difficile de leur en vouloir. Et après, oui, sinon, ils vont aussi donc se mettre en contrat de brand ambassadeur, ils appellent ça, avec des barmaids. Et donc, tu parlais du Symbiose tout à l'heure. Je pense que sur Bordeaux, ils sont plus que sollicités, eux, parce que c'est un si ce n'est mais un des pionniers dans l'univers mixo sur Bordeaux, voire en France. Ils sont très très populaires et leur travail est super. Et effectivement, oui, il y a aussi cette relation-là. Alors nous, comment on fait pour finalement qu'ils aient envie de mettre en avant notre marque? La confiance, l'humain finalement. C'est toujours cette idée un peu de retour aux sources, c'est-à-dire voilà, ils aiment bien le produit, peut-être qu'ils aiment bien ma gueule ou pas, j'en sais rien, on est nous, on est sympa, soit il y a le feeling, soit des fois il y a pas. On est réactif aussi, voilà, ouais, est-ce que tu peux me dépanner? Je vais faire au plus vite pour essayer de l'arranger. On est un peu, voilà, cette idée, on est tous dans le même bateau. Et finalement, voilà, c'est un peu ça. Moi, si j'ai des événements, tiens, ça pourrait être cool si je peux te faire un peu bosser, venir faire la presta, etc., etc. Okay. C'est plutôt le sentiment communauté, voilà. Et après, okay. On a aussi faire un petit clin d'œil parce qu'on a aussi beaucoup bossé avec l'ABNA, c'est l'association des barman de Nouvelle-Aquitaine. Ils se sont tous un peu assemblés entre eux et du coup, on fait beaucoup on va dire de dégustation avec eux, des événements, etc. Et ça permet de faire un peu de réseau et de se faire connaître même dans des endroits où j'aurais pas pu forcément aller dès le départ. Ça nous a fait connaître un peu à La Rochelle, des choses comme ça où j'avais pas forcément pris le temps encore d'aller. Donc ça, c'est super cool. Trop bien. Et depuis tout à l'heure, tu nous dis, tu nous parles de la région que vous produisez locale, etc. Justement, moi, je pense que ça fait partie des choses qui ont du sens. On nous parle d'agriculture raisonnée dans certains pays, etc. Mais en fait, on a du café qui traverse l'Atlantique, on a des trucs qui traversent l'océan, qui prennent l'avion, qui prennent les bateaux, enfin bref. Moi, je suis pas l'écolo de l'année, loin de là. Mais par contre, comme j'aime dire, je suis pas non plus débile, quoi. Et il y a des trucs qui me semblent complètement dingues. Le fait de produire local, justement, j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui revient par rapport à ça. Vous, comment vous inscrivez là-dedans? Comment vous produisez et est-ce que ça a vraiment un impact dans votre marketing, le fait de produire local? Alors moi, nous dès le départ, c'est pas forcément l'argument premier. Je pense que ça, au début, quand t'es tout seul, oui, c'est le super argument, c'est le jean du coin, trop bien. En fait, maintenant, des jeans du coin, il y en a 30. Donc, du coup, c'est plus ton argument de base. Et si t'as pas bossé ton marketing et que t'as pas essayé de monter une marque forte, tu vas tomber à l'eau. On a pris tout à l'heure l'exemple des brasseurs. Il y a beaucoup de brasseurs qui ont voulu un peu grossir. Finalement, c'était la bière du coin et se sont pété la gueule parce que, ils étaient beaucoup. Donc, ça marche, t'es la bière de Bordeaux, imaginons, une petite brasserie à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, ça va cartonner. Pas sûr qu'à Rennes, il y ait quelqu'un qui ait d'intérêt à boire la brasserie de Bordeaux à part en cadeau souvenir. Et donc, moi, je veux pas être ce jean-là. J'ai pas envie d'être le jean, on va dire, à touriste. C'est pas l'idée. Donc, il n'y a pas écrit jean de Bordeaux sur la bouteille, d'ailleurs. Et nous, on distille pas sur Bordeaux. Nous, la plupart, on va dire, le gros de ce qu'on produit, c'est sur Cognac, du coup, avec une voire deux distilleries, mais en fait le maître distillateur a bougé entre temps, donc on l'a suivi. Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est à 45 minutes de Bordeaux, hein, c'est pas non plus très loin. Voilà. Ouais, Cognac, et puis Cognac, c'est en fait finalement la capitale nationale de la distillation, hein, c'est reconnu dans le monde entier, donc c'est aussi un axe marketing pour nous en dehors du savoir-faire important, puisque c'est des noms qui sont connus, Bordeaux, Cognac.
Bon, mais si un jour je suis amené à faire un peu d'export, j'en sais rien, moi, dans 10 ans, Cognac et Bordeaux, déjà, c'est rassurant. Et à France, Cognac, Bordeaux, c'est trois déjà. Ouais, c'est le Limoges de la porcelaine. Exactement. C'est ça. Mm. Et voilà, Cognac, c'est très connu. Et nous, c'est une image un peu vieillotte, mais Cognac aux États-Unis, c'est le summum de la hype. Donc, c'est assez rigolo d'ailleurs à voir le décalage de perception de produit. Mais voilà, donc nous on produit au maximum local, même pour tout ce qui est bouteille avec des entreprises françaises au maximum de ce qu'on peut faire, parce que c'est important, parce que ça a du sens. Et effectivement, pour ton marketing, je pense que c'est bien, mais il faut pas tout miser là-dessus non plus. En tout cas, moi c'est pas notre axe principal de com, même si effectivement, je pense qu'il y a un côté super rassurant. Et puis moi je pense que c'est très lié à l'achat militant. Par exemple, les personnes vont dire ah ben là quand j'achète cette bouteille, mais finalement j'aide le petit entrepreneur du coin, donc c'est sympa. Et moi le premier, tu dis je suis pas l'écolo de l'année, moi non plus. Hein. Je me suis pas arrêté de manger du chocolat et boire du café. C'est pas le problème, mais par contre j'essaye de faire des trucs un peu raisonnés et qui ont du sens quand je peux. Je crois que beaucoup de Français sont dans ce cas-là quand les finances le permettent aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. L'écologie ou en tout cas le côté achat qui a du sens, ça doit pas être punitif. Ça doit pas être, je dois payer 30 balles de plus, faire 20 bornes en vélo pour aller le chercher. C'est pas ça. Et du coup, je pense que tout le monde veut faire raisonner, a envie de ça quand il peut se le permettre et quand on lui propose. Donc après, aux producteurs comme nous, d'être assez pertinent pour pouvoir les satisfaire, c'est tout. C'est très clair, je le partage à 1000%. Si tu avais dû faire autre chose dans ta vie, ça aurait pu être quoi? Alors t'es très jeune, hein. Moi j'ai démarré jeune aussi, donc je sais pas comment j'aurais répondu à cette question, mais je me permets de te la poser malgré tout. Ça aurait pu être quoi tes choix de carrière si t'avais pas entrepris avec ton frère? Il m'a très vite embarqué, donc effectivement la question n'est pas facile. J'avais même pas fini mes études. Moi j'ai toujours je suis passionné par plein de trucs. Enfin, je me passionne assez facilement. Depuis tout petit, moi j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est lié aux odeurs. Donc je sais pas si je me serais lancé un jour, mais j'ai toujours été passionné par tout ce qui est parfum. J'ai jamais sauté le pas de ça, mais ça m'a toujours vachement passionné. Il y a que en vérité il y a peu d'écoles. J'ai jamais sauté le pas parce que comme je disais tout à l'heure, je suis très attaché à ma région et partir 5 ans faire des études à Paris, franchement, c'est pas du tout ma branche. Tu parlais de Limoges, j'ai fait 1 an d'études à Limoges, c'est le maximum que j'ai fait, tu vois. Donc il y a ça qui m'a toujours passionné. Et sinon, moi j'avais commencé, tu disais pas très écolo, mais notre papa, il est ornithologue, il s'occupe de la protection des oiseaux sur le bassin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Les animaux, le développement durable. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait un stage pour dans les énergies renouvelables et ça m'a pas plu parce que ramener un côté finalement commerce à ce côté développement durable, ça m'a pas branché du tout. Après, j'ai aussi été intéressé par la protection animale, travailler au service douanier des animaux, etc. Ça, c'est des choses qui m'ont plu parce que je pense il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment sur les trafics un peu dégueux qu'on peut voir. Il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous qui sont pas très cool. Et je sais pas, j'ai eu des alertes parfois comme ça dans ma vie de me dire tiens, il y a quand même des choses qu'on fait qui sont pas tout à fait normales. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. J'ai vu un reportage qui m'a beaucoup marqué qui est sur Netflix, c'est une sorte de série reportage. Je me rappelle plus, c'était Tiger King. Et c'est quelqu'un qui avait une sorte de zoo refuge pour les grands fauves. Et le reportage commence en disant savez-vous qu'il y a autant, voire plus, de grands fauves qui sont en liberté en Afrique qu'en captivité aux États-Unis. Et ça m'a paru complètement fou. Je pensais pas qu'on en était là. Et ça m'a à la fois attristé à me dire ouais, ok, là il y a vraiment des problèmes. En dehors de la protection de ces trucs-là, il y a un vrai merdier. Pardon du mot, mais il y a un vrai mardi autour de cet univers-là, et ça m'a beaucoup passionné, mais ça reste une passion, et je pense que voilà, chacun, la prise de conscience, elle est globale. On voit que ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé sur les zoos, les cirques, etc. Ouais. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Trop bien. Et du coup, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, donc du coup qui
on parle beaucoup d'entrepreneuriat digital. Moi, ce qui me plaît dans ton parcours, dans celui de vos marques respectives, de votre boîte, c'est le fait que vous avez justement que vous avez entrepris dans le dur. Vous avez produit des choses, vous avez distribué, tu vas parler à tes clients, tu distribues, dans le dur. J'aime bien un peu ça, dans le dur. Est-ce qu'il y a un enseignement particulier? Alors, tout à l'heure, tu nous parlais du management, qui était du coup un enjeu. Est-ce qu'il y a un truc où tu penses que tu as appris plus vite que les autres, du moins quelque chose que tu pourrais nous retransmettre comme étant un enseignement dans ton parcours? Moi, je sais pas si je pourrais dire enseignement. Moi, je pense que ce qui est le plus dur ou pas d'ailleurs, mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Et que ça soit pour comprendre un petit peu ces problématiques, parce que déjà si on est sur l'aspect juste humain, je trouve que l'échange il est super intéressant. Et puis après pour l'aspect commercial de la chose, tu vas être beaucoup plus pertinent dans ton discours si tu as vraiment compris les enjeux et ce que vit ton interlocuteur, en tout cas ton prospect au quotidien. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vite compris. Honnêtement, moi, les études de commerce, ça m'a jamais chauffé, hein, ça m'a jamais noté plus que ça. Les études, c'était plus un prétexte, et puis, comme je disais tout à l'heure, plus de quoi assurer mes arrières, parce que si jamais après tu veux bosser pour aller rapidement trouver du taf, c'est plus facile, je pense. Mais sinon, moi, ça a jamais été passionnant, je trouve. Finalement, une fois que tu as un petit peu les bases, faire 10 ans, 5 ans d'école de commerce, je sais pas si c'est très utile. Et désolé à mes écoles, mais non, voilà, moi je pense que c'est l'humain. Vous avez des objectifs de vente parce que vous voulez la rentabilité de votre entreprise, mais lui en face de vous, moi c'est les entrepreneurs aussi, donc ils ont les mêmes enjeux. Et en fait, il faut trouver quelle est la synergie la mieux possible pour que tout s'imbrique, que ça soit pour que ça marche. De toute façon, il faut que les trois fonctionnent. Il faut que ton client il ait un produit qui te fasse vibrer, alors que ça soit peut-être la rentabilité, que ça soit le côté local, que ça soit le petit producteur, ça peut être plein de choses. Trouver ces axes-là, on apprend ça en commerce justement. Trouver qu'est-ce qui fait un peu vibrer ton interlocuteur. Il faut que le client final, du coup, il trouve chez son caviste un produit qui le botte, qu'il est au bon prix. Et puis, si tout le monde est content dans cet axe-là, le produit il va marcher et toi tu vas vendre aussi. Et moi, je pense que c'est vraiment ce trio-là qui est le trio gagnant. Il n'y en a pas. S'il y en a qu'un qui gagne dans l'histoire commerciale, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que les trois piliers fonctionnent, pour moi. Il faut que ces trois piliers fonctionnent pour que ton entreprise, pour que le produit que tu vends, il fonctionne. Et il faut pas qu'il y ait que toi qui sois gagnant ou que ton revendeur, ça marche pas non plus. Mais du coup, moi, c'est vraiment ça l'enseignement que je tirais de ça, c'est de se dire, ok, quelles sont ces problématiques à lui, qu'est-ce qu'il attend. Et c'est là où du coup tu vas adapter aussi ton discours ou adapter ta proposition et te dire, ok, mais là, c'est peut-être la solution la plus proche de ce qu'il attend. Et là, après, banco, possiblement, si ça marche, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas avec toi, puisque tu lui proposes quelque chose dont il a besoin, en tout cas qu'il attend, et qui correspond à ses attentes, et là, il n'y a pas de raison pour que ça ne fasse pas. Je ne peux que abonder dans le sens de ce que tu dis. Je suis à 1000% d'accord avec toi. Je connais Benoît, le monteur de l'épisode. Je suis sûr qu'il va prendre cette partie-là en introduction. C'est sûr. Non, du coup, non, je suis à 1000% d'accord avec toi. Dans tous les cas, je crois pas aux relations où il y en a qu'un qui gagne. Du moins, je pense que ça marche qu'une fois, en fait. Ça marche qu'une fois, ce genre de choses. C'est pas long terme, en fait. C'est du one shot. Moi, j'appelle ça, tu sais, j'ai le modèle un peu à l'ancienne du vendeur d'aspirateur en porte-à-porte. T'es content, t'as réussi à arnaquer, parce que c'est de l'arnaque pure et dure, à arnaquer la personne qui est en face de toi, mais tu lui vendras pas 2 fois des aspirateurs. Alors que moi, peut-être que la personne, elle va m'acheter une bouteille, puis une deuxième, finalement, elle en prend 3, et après par carton 6, et puis maintenant, elle commande par 12. Petit à petit, grossit, et puis il voit que moi, je suis pas là pour essayer de l'arnaquer, et je pense que cette relation-là de confiance, elle est super importante. Et c'est comme ça que sur le long terme, petit à petit, on plante des petites graines, et puis finalement, il se dit, le petit Axel, là, il fait des bons produits, il est sympa, il essaie pas de m'arnaquer, il est au maximum arrangeant. Et puis voilà. Et puis moi, de mon côté, forcément, j'y trouve mon compte, puisque petit à petit, les commandes grossissent, et puis, du coup, il te prend en affect, parce que c'est lui qui décide de vendre ton produit, hein, quand t'es un revendeur. C'est ça, il devient prescripteur au final. Il devient prescripteur, et bien sûr. Non, je suis à 1000% d'accord avec ça. Merci beaucoup, Axel. Où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, te suivre, éventuellement te contacter si on veut distribuer tes alcools? Comment ça se passe?
Alors, Où est-ce qu'on peut te retrouver? ouais, vous pouvez me suivre sur Insta, Axel Nallet, du coup. C'est mon Insta, vous pouvez venir me parler. Je trouve que le côté humain de ça est sympa, plutôt que des boîtes mail, etc. Ça, je trouve ça cool. Après, pour acheter les produits, soit si vous êtes plutôt de la région bordelaise, ça va être facile normalement d'en trouver chez votre caviste pas trop loin. On n'est pas chez tous les cavistes, mais on commence à avoir pas mal de petits ambassadeurs par quartier en périphérie, donc ça c'est cool. Et après on a un site internet aussi qui s'appelle du coup Maison Mounique, maison comme une maison, et Mounique c'est Mounic. C'était le nom de notre grand-mère d'ailleurs, c'est un clin d'œil familial. Et puis là, vous pouvez commander des bouteilles, c'est livrable dans toute la France, voire même toute l'Europe d'ailleurs, sans souci. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur Insta si vous avez vu ce podcast, ça me fera plaisir. Ben, trop bien. Allez écrire à Axel pour le remercier de son temps. Axel, merci beaucoup. Moi, du coup, je t'écrirai aussi si tu veux sur Insta, mais je te remercie maintenant. J'ai l'occasion d'être avec toi, donc merci beaucoup. C'est très inspirant comme histoire, tout ce que tu nous as raconté là. Il y a beaucoup de personnes que l'on forme qui veulent justement entreprendre en famille, entreprendre dans des industries sur lesquelles il y a peu de documentation, et je pense que la tienne c'est le cas. Et donc c'est bien en fait d'avoir des entrepreneurs comme toi qui viennent expliquer humblement leur parcours, et je trouve ça génial. Merci beaucoup, et il me tarde de venir boire un coup avec toi au Bourbon du coup. Avec plaisir. Et puis pour ces gens-là, moi si je peux un petit peu juste leur faire la passe, c'est de dire en fait il faut trouver quelqu'un qui nous accompagne. Donc ça peut être par toi aussi, mais aussi quelqu'un du milieu. C'est-à-dire que peut-être que finalement tu vas être client, tu vas peut-être commencer par faire produire, ou alors aller te former chez cette personne-là. Et moi par exemple, moi, il s'appelle Christophe, c'est un mec distillateur, ça fait au moins 40 ans qu'il bosse là-dedans, c'est une bible. Et du coup, quand j'ai des questions au début et quand j'ai appris à distiller, c'est un puits d'or que tu as en face de toi. Donc après, pour moi, c'est aussi ça, Internet, c'est très bien pour avoir l'idée de monter une entreprise, etc. Mais après, quand t'as aussi un produit physique comme ça à aller voir, mais pourquoi pas aussi aller directement trouver ce mécène-là qui va un peu t'accompagner. Et puis d'ailleurs, là-dedans, tu vas aussi prendre, il est peut-être un peu à l'ancienne, prendre aussi ce qu'il y a à jeter pour Ouais, bien sûr. ce que je peux pas faire. Mais tu vois, nous, c'est aussi, voilà, ce que je disais, le côté humain, apprendre avec toi qu'à l'expérience d'entrepreneur, mais je pense que c'est génial pour un entrepreneur d'avoir des avis, de pouvoir faire des vraies formations sur tout ce qui est les problématiques liées à l'entrepreneuriat, et aussi faire du réseau, quoi. Il y a beaucoup de réseaux sur Facebook, nous, il y en a plein sur tout ce qui est l'univers de l'alcool, et puis tu rencontres des gens, et puis eux, ils connaissent les problèmes, et tu vas t'entourer de personnes qui peuvent t'accompagner. T'es pas tout seul, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est noté, le message sera entendu. Axel, merci beaucoup. Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Axel, passe une bonne soirée, du coup, sinon on est en fin de journée. Ouais. Pour une fois, on enregistre le soir, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.